Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bulle de Femme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Après un petit temps de silence, je dois dire que le dernier épisode que je vous ai enregistré sur les traumatismes sexuels, ça a été un sacré défi pour moi et j'ai eu besoin d'un petit temps de pause après tout ça, après une année quand même relativement chargée. Voilà, j'ai eu un petit moment de pause, donc je reviens aujourd'hui. Parce que j'avais envie juste de prendre le temps d'un peu plus me présenter, d'un peu plus expliquer mon parcours professionnel. Pourquoi en fait j'accompagne des femmes aujourd'hui, vous apporter des informations et que vous ayez connaissance en fait tout simplement de mon parcours et de comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après l'intro. Bienvenue. Dans quoi? Bulle de femme. C'est le podcast pour elle, à travers des pratiques holistiques et spirituelles. Donc je vais procéder chronologiquement. En fait, moi, à l'école, j'étais pas forcément quelqu'un de très investi et de très qui se sentait très concerné. Probablement parce que j'avais une situation familiale très difficile à vivre, mais aussi parce que je pense que j'ai toujours eu besoin de trouver du sens à ce que je fais et trouver du sens à mes décisions et à ce que j'apprends surtout. Donc, ça a mis beaucoup de temps, hein. On m'a catégorisé très vite avec l'étiquette alors d'hypersensible, hein, où j'étais très souvent à fleur de peau. Et je ressentais les émotions et de mes camarades et forcément les miennes. Donc, parfois, c'était très décuplé. Et puis, il y avait des émotions simplement que je ne pouvais pas forcément toujours manifester ou exprimer dans le cadre familial. Donc voilà, ça a toujours des répercussions quand les émotions n'ont pas l'espace et le cadre pour pouvoir s'exprimer, un cadre sécurisant. Donc voilà, on va dire que mon parcours scolaire a été très, très, très douloureux pour ma part. Et donc les études par la suite, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi à envisager. Donc, j'ai eu un parcours où j'ai fait un bac dans un lycée horticole. Donc, c'était beaucoup axé sur l'environnement. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir, pour une fois, à étudier des choses voilà, sur la nature, l'agronomie, le vivant, comment ça se passe. Aussi prendre plus conscience de notre impact en tant qu'humain, l'impact écologique, hein, bien sûr, éthique aussi. Et donc, vraiment, on va dire que ce bac-là, merci, c'était plutôt une bonne chose. Euh, donc, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'étais quelqu'un de relativement créative, notamment par le mouvement et par la danse. Depuis l'âge de toute petite, sans trop me le dire, je rêvais d'être danseuse étoile. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate make love to my soulmate. My soulmate make love to my Je rêvais pas du tout du succès, mais je rêvais de ce corps élancé, surtout qui exprime le moindre détail, qui exprime des émotions, en fait, des émotions qu'on ne peut pas forcément, que je me sentais pas à cette époque de dire ou de manifester, parce qu'aussi les mots me manquaient, je pense. C'est vraiment à travers le mouvement et la danse que je sens que j'ai pu exprimer des choses que je traversais, en fait, tout simplement. Et puis un jour, je me suis retrouvée un peu handicapée d'un genou. Donc j'ai eu une opération qui n'a pas été, qui a pas été évitable. Seulement cette opération a quand même endommagé pas mal mon articulation du genou. Et c'était relativement net que la danse classique, ça allait être quelque chose de compliqué pour moi de poursuivre en vue de l'état de santé de mon genou, tout simplement.
Et ça a été une prise de conscience qui a mis du temps à se faire et surtout à ce que je la digère et que je l'accepte. Ça a pris même des années. Donc, j'ai quand même tenté des concours ou des auditions pour certaines écoles, certaines compagnies. Et puis, je pense que ma réalité psychologique, mentale, émotionnelle, plus physique faisait que j'étais malheureusement pas suffisamment armée à entrer dans ce milieu-là. Donc, ça a été quand même une vraie part de mon identité à ce moment-là que je sentais euh, perdre. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup introverti, ou en tout cas que j'ai beaucoup, voilà, que j'ai gardé à l'intérieur de moi. Je me suis cherchée un certain temps, je suis partie à l'étranger, commencer des études dans le milieu artistique toujours, mais j'étais dans l'ombre, j'étais derrière les éclairages, derrière les appareils photo, enfin j'étais derrière tout un décor qui me mettait dans l'ombre et donc je me sentais assez, assez triste à ce moment-là. Et puis j'étais très jeune, j'avais 18 ans, donc j'ai décidé de revenir en France. J'étais partie au Canada et puis je suis revenue. Et puis je me suis cherchée. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je pense que ce que j'ai besoin, avant même de savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie, c'était vraiment d'apprendre à prendre soin de moi. Et ça peut être sous plein de formes différentes. Et puis la première chose qui m'est venue à partir de ce moment-là, c'était tiens, la nourriture, ce que je mange, comment. Et donc j'ai trouvé des études de diététique, la diététique et la nutrition en France. Donc je me suis dit, ben allez, je trouve une école et c'est parti pour 2 ans de BTS. C'est ce que j'ai fait, ce que j'ai étudié pendant 2 ans, la diététique. Et là, ça a été une expérience vraiment géniale parce que pour le coup, euh, seule et personnellement, je me serais jamais aventurée à mettre les pieds dans des restaurations collectives, à voir vraiment comment ça se passe. Je me serais jamais aventurée à partir en stage dans différents services d'hôpitaux. J'ai été en service diabétologie, obésité, en service d'oncologie, tout ce qui est cancer gastrique. Et enfin, après, j'avais un choix possible. Et donc là, j'ai choisi une diététicienne en libéral qui faisait des interventions notamment dans des centres sociaux, des foyers et aussi du libéral, hein, tout simplement. Donc, elle était des consultations en cabinet. Et elle avait une approche qui était vachement plus parlante pour moi, où elle alliait en plus l'astrologie à ses consultations. Donc, je trouvais ça assez fascinant et ça m'a aussi donné l'idée à ce moment-là de peut-être euh, combiner différentes pratiques. Mais ça, j'y viens après. Donc, en gros, je me suis retrouvée en BTS diététique et ça a été un peu la désillusion, dans le sens où j'ai vu une réelle déconnexion entre les patients et l'information médicale, l'information paramédicale, une réelle déconnexion entre le patient et sa propre relation avec la nourriture, la déconnexion entre le patient et ses propres émotions, la déconnexion du patient avec sa propre histoire. Et j'ai trouvé que c'était une approche aussi, en tant que diététicienne par exemple dans un hôpital, je trouvais que c'était une approche très fragmentée. J'ai mon boulot de diététicienne, la psy a son boulot de psy, le coach sportif a son boulot de coach. Et en fait, on se retrouve à une dizaine d'intervenants autour d'une seule personne pour des séjours qui duraient 3 semaines, hein, là pour le coup. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, malgré tout ça, on pouvait passer à côté de choses très importantes qui sont notamment les émotions. Et alors, pour la petite histoire, un jour, on m'a demandé de m'occuper d'une patiente italienne on ne savait pas trop si elle comprenait le français ou
on savait pas trop. Ça faisait des années qu'elle revenait tous les étés, en fait, en séjour, un peu par ordre du médecin. Et donc, c'est vraiment la petite anecdote hein, là, que je vous partage. Et cette femme, on me demande de m'en occuper parce que je sens aussi que le service est un peu fatigué de s'occuper de cette dame dans le sens où les choses, malheureusement, n'évoluent pas. Euh, Son état de santé n'évolue pas dans le bon sens, on va dire. Et bon, bah, j'étais quand même assez jeune là aussi, donc je me suis retrouvée face à cette femme qui avait bien 10 ans passés, hein. Et, euh, et à ce moment-là, je commence les petites questions pour comprendre d'où elle vient, comment, etc. Journée type, comment est-ce qu'elle s'alimente, etc., etc. Et à un moment donné, je commence à faire mon speech qu'on m'a appris à faire. Et puis, quand même, je me pose une question et je la regarde et je lui demande, mais est-ce que vous savez lire le français? Parce que moi, j'étais en train d'écrire des notes pour lui donner et qu'elle l'applique chez elle, déjà au sein de l'hôpital, mais aussi chez elle. Et là, je me suis retrouvée face à une très, très forte émotion qui est sortie de cette femme. Donc, des cris, des pleurs, voilà, j'étais pas du tout désemparée parce que les émotions ne m'atteignent pas. Voilà. Enfin, donc, bien sûr, je sens, j'absorbe, je peux absorber certaines. J'absorbais beaucoup, en tout cas, dans l'enfance, des émotions qui ne m'appartenaient pas forcément, ou je les ressentais. Là, ça m'a pas déstabilisée d'avoir cette femme. Au contraire, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose. Et donc, effectivement, quand elle a retrouvé son calme, elle m'a confié tout simplement qu'elle n'avait jamais était à l'école. Elle avait perdu sa maman très jeune. Elle vivait avec un petit frère qu'elle a pris un peu sous son aile. Et elle a été très maltraitée par sa belle-maman. Enfin voilà. Donc une histoire familiale très compliquée où en fait c'est une femme qui a toujours eu faim. C'est une femme qui a jamais eu l'espace d'exprimer ses émotions. C'est une femme qui a eu dizaines d'enfants à l'âge adulte. Mais à l'âge adulte, elle a commencé à avoir des enfants à l'âge de 19 ans. Donc, elle a perdu 2 enfants aussi. Et puis, voilà, elle a une histoire de familiale, de migrants d'Italie à la France. Enfin, voilà, toute une histoire, en fait, où je me suis dit, mais bah oui, on peut pas simplement résumer une personne à son comportement alimentaire sans chercher à ce qu'il y a aussi tout autour, c'est-à-dire son environnement, dans quoi elle vit, qu'est-ce qu'elle traverse. Euh, et tout ça, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Et je pense que, après, ça c'est mon opinion vraiment personnelle, mais je pense que bon, bah, le rôle du psychologue comme le rôle de la diététicienne, bah, ça ne peut, enfin, pour moi, ça ne peut pas faire, ça, ça, ça devrait faire fusion plus que être, par exemple, séparé. Ou en tout cas, après, la communication doit être vraiment très fluide. Je n'étais que stagiaire, donc voilà. Mais à travers cette expérience, je me suis rendu compte d'un système un peu défaillant quand même, où j'ai trouvé que c'était triste et dommage, en tout cas, que ces personnes soient un peu, entre guillemets, forcées à revenir tous les ans et aussi quand même culpabilisées de par l'argent de la sécurité, par exemple, sécurité sociale que ça... Parce que j'ai été témoin hein, aussi de ça, où certains professionnels de santé faisaient culpabiliser les patients en leur disant, mais vous vous rendez compte du prix que vous nous coûtez. Et c'était assez... quelque part, il y avait quelque chose d'assez abominable dans tout ça. Et puis, doucement, tranquillement, sur ma route, je suis tombée sur des documentaires et des livres sur l'Ayurveda. Alors là, on est dans un autre univers. Là, on part en Inde. Et l'Ayurveda est une médecine ancestrale qui existe depuis plus de 5000 ans. C'est une science, pardon, une science qui a été transmise oralement des, pendant de nombreuses années et on a retrouvé des textes qui datent il y a plus de 5000 ans. Des textes sacrés védiques où donc on va parler, donc il y a énormément de choses dans ces textes, hein. Ça peut être, on va parler d'astrologie,
on va parler de santé. Et donc l'Ayurveda, c'est vraiment, ça veut dire connaissance de la vie, l'Ayurveda. Et j'étais fascinée par certains documentaires que je voyais où on soigne en fait les gens par de la phytothérapie, par des massages, par évidemment de la psychologie, du yoga, de la méditation. Donc en fait, on travaille vraiment sur le corps spirituel, énergétique, mental, physique, émotionnel. On travaille sur tous les corps. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors évidemment, là, ce sont des études de médecine qui sont très poussées, que les docteurs ayurvédiques étudient encore aujourd'hui. L'Ayurveda s'est vachement perdu quand même pendant un certain nombre d'années, de par la colonisation britannique et la colonisation en général en Inde. L'Ayurveda a été vraiment blâmé et les médecins ont été interdits d'exercer leur profession, donc ça a été quand même assez dramatique. Il y a des choses comme par exemple la chirurgie ayurvédique, des savoirs qui sont très importantes pratiquer, et si on ne les pratique plus, eh ben, ça se perd, ces savoirs-là. Et donc des savoirs comme ça, comme la chirurgie par exemple, qui se sont euh, petit à petit volatilisés. Mais heureusement, quand même, les textes sont restés et depuis l'indépendance, la médecine ayurvédique a repris une bonne partie du flambeau. Donc c'est assez intéressant parce que je vis en Inde et donc il y a des hôpitaux allopathiques et des hôpitaux ayurvédiques. Il y a aussi des hôpitaux homéopathiques. J'aime beaucoup cette complémentarité de médecine qu'on peut trouver ici parce que pour moi, les médecines sont complémentaires et pas, voilà, pas une au-dessus de l'autre, vraiment pas. Donc je reviens à l'Ayurveda que je découvre un peu sur mon chemin. Et puis je décide de monter à Paris un jour et aller, je vais faire des études ayurvédiques. Et puis je me retrouve dans une école assez prestigieuse à Paris pour un entretien. Mais juste pour prendre des informations, en fait, j'avais même pas pris rendez-vous, j'étais aussi encore assez jeune. Et pouf, pouf, point, point. Bah là, c'était un petit peu la désillusion de nouveau, c'est-à-dire que on m'a tout de suite fait comprendre que la formation coûtait très cher et que c'était une formation qui s'adressait à une élite, tout simplement, à une élite quoi. Et donc que l'Ayurveda n'était pas vraiment accessible à tout le monde. Et ça m'a beaucoup peinée, ça m'a surtout beaucoup mise en colère. Et je me suis dit ce jour-là, c'est quoi, Clara, un jour, tu partiras en Inde, tu te feras soigner, ou en tout cas, tu iras tester l'Ayurveda sur toi. Et puis, si vraiment c'est quelque chose qui te parle, eh ben, tu te formeras et tu partageras ces connaissances et au plus grand nombre et pas simplement à une élite, etc. Donc, c'était assez drôle parce que entre ce moment-là où j'étais dans cette école à Paris très prestigieuse et où je me retrouve face à une désillusion énorme encore une fois de plus, il s'est passé 5 ans entre ce moment-là et le moment où je suis vraiment partie en Inde pour justement tester l'Ayurveda sur moi. Dans ces 5 ans, et ben, après mon BTS diététique nutrition, j'ai tout simplement eu besoin de payer mes factures et j'avais besoin d'un break aussi pour savoir vers quoi j'allais m'orienter ou comment. Et parce que vraiment psychologiquement partir en Inde, je pense que je n'étais pas encore assez prête à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que euh, j'ai travaillé dans des restaurants. J'ai commencé dans du semi-gastro, où il y avait vraiment une éthique quand même derrière voilà, nos créations de plats, créations de menus. Donc, ça faisait appel à ma créativité et puis aussi à vraiment un défi envers moi-même de est-ce que je peux être compétente, est-ce que je peux être endurante, etc. Ça a été émotionnellement très chargé. C'était des grosses journées, ça a été beaucoup de souffrance quand même, parce que là aussi, hein, dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que, en plus, je suis une femme, donc c'est un monde très masculin, c'est un monde très exigeant et c'est un petit peu l'école il n'y a pas d'apprentissage sans souffrance. Et c'est vrai que j'avais vécu tout mon parcours
scolaire, un peu dans cette même vision. En fait, il y a pas d'apprentissage sans souffrance. Donc, en fait, c'était quelque chose presque de, de familier, en fait, tout simplement. Donc, voilà, j'ai eu cette expérience-là. Et puis, bon, j'ai continué à travailler dans différents restaurants. Et l'avantage de travailler dans la restauration, c'est que on peut partir à l'étranger sans forcément parler la langue. Et donc ça a été bénéfique pour la suite. Mais entre-temps, j'ai vécu dans le sud-ouest de la France pendant 2 ans. Et ben, la cuisine, c'était quand même assez compliqué pour moi. J'avais surtout besoin de retrouver une vie sociale. Je venais de m'installer dans une nouvelle ville. J'avais envie de retrouver une vie sociale. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait un plan de réorientation et je me suis retrouvée à travailler avec des enfants en stage en premier lieu, et puis jusqu'à ce que je me postule dans un travail en crèche avec des tout petits enfants, avant l'école, avant 3 ans. Et là, ça a été quand même une sacrée découverte. Au début, j'ai commencé avec on va dire les grands, entre 1 et 3 ans. Là, je trouvais pas beaucoup ma place parce que moi, stimuler les enfants, faire des activités autres que les laisser libres voilà, de travailler leur propre imaginaire, libres aussi de s'ennuyer, libres de cohabiter ensemble à leur façon, tout ça, bah, c'était compliqué parce qu'on me demandait vraiment d'organiser des activités très régulières, enfin quotidiennes en fait, tout simplement. Et c'était pas trop mon truc. Puis j'ai eu quand même une directrice de l'établissement qui était très sensible et très observatrice et qui m'a proposé tout simplement de shifter avec les tout petits, donc de 3 mois jusqu'à ce qu'ils marchent, jusqu'à à peu près 1 an. Et là, waouh, là, c'était incroyable parce que vraiment, le... il y a quelque chose, je pense, à ce moment-là que j'ai pu exprimer, ça a été ma sensibilité. Euh, alors, pas forcément l'exprimer, mais ça a été un moyen pour moi de la sentir, de la manipuler, de l'utiliser, de l'exploiter, en fait, tout simplement. Je parle pas de manipuler dans le terme manipulation, on va manipuler quelqu'un, c'est vraiment voilà, l'idée tout simplement de me l'approprier, de l'utiliser à bon escient et plus comme étant victime de mes émotions. Mon Dieu, je suis trop sensible, etc. Et à me réfugier vers une étiquette relativement négative de la sensibilité. Là, travailler avec des bébés de cet âge-là, c'était vraiment pour moi ben, un travail de tous mes sens, de mon ressenti, de mon intuition, de mon observation, de mon écoute non verbale et du prendre soin, en fait, tout simplement, de prendre soin de l'enfant. Donc, il y avait tout ce côté-là qui a été très naturel et très quelque chose de fluide pour moi, quelque chose de doux, quelque chose où justement il n'y avait pas cette souffrance qui était associée à mon travail, à mon apprentissage. Au contraire, les femmes avec qui je travaillais m'ont appris énormément de choses sur l'enfant, aussi sur la maman, sur les parents, en fait, sur le processus de ce que c'est pour un enfant d'être laissé dans un centre comme ça. Donc, les stades d'évolution, de développement de l'enfant, enfin, tout ça a été vraiment passionnant et j'ai beaucoup aimé aussi mes échanges avec les mamans qui laissaient leur tout petit bébé. Je me rappelle d'une femme qui avait laissé son bébé de 3 mois parce qu'elle devait vraiment reprendre ses études. Et c'était quand même très, émotionnellement, c'était quand même très chargé pour elle. Et c'est quand même pas rien de laisser son enfant à cet âge-là. Et puis les aléas de la vie ont fait que j'ai décidé du jour au lendemain, après mon contrat d'1 an, j'ai pas souhaité renouveler. J'avais un gros besoin à ce moment-là de sortir de tout ce que je connaissais. Et je suis partie aussi, c'était dans une situation sentimentale assez complexe. Et j'ai décidé donc de tout quitter. Mais vraiment, en 15 jours, j'ai tout quitté, mon travail, qui était, mon contrat qui était fini.
On m'avait renouvelé sur un contrat de cuistot dans une crèche. Et là, je me suis dit, non, là, je suis encore jeune. J'ai l'impression que si je me retrouve là, ça peut durer des années et j'ai envie de vivre des trucs, quoi, des trucs plus fun, intenses, plus, voilà, j'ai envie de découvrir le monde, quoi. Donc j'ai tout quitté, je suis partie aux États-Unis, j'ai marché dans des parcs nationaux pendant des semaines. Je parlais pas 3 mots d'anglais. Je suis revenue en France, ça a été compliqué à ce moment-là parce que je sentais que c'était pas le moment de me réinstaller en France. Et là, à ce moment-là, j'ai décidé de partir faire une cure ayurvédique. Dans une clinique et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'avais aucune idée de combien de temps j'allais rester là-bas. Et il se trouve que j'ai fait une cure de 21 jours. Et donc quand j'ai commencé cette cure, c'était vraiment dans l'idée d'aller mieux émotionnellement et puis dans mon corps, tout ça. Et là, donc ça a été le début d'une nouvelle vie où j'ai appris beaucoup, beaucoup sur moi grâce à l'Ayurveda. J'ai appris beaucoup sur le fonctionnement de mon corps, sur ses besoins, sur la relation de mon corps et de mon esprit, de mes émotions, aussi le rapport de mes émotions sur mon corps. Donc tout ce côté psychosomatique, voilà, j'ai fini par vraiment plus le voir, le comprendre et l'assimiler. Et aussi toute ma santé mentale énergétique, donc des choses que j'avais jamais vues dans sa globalité en fait. J'avais toujours vu les choses de façon occidentale et donc très segmentée. Et là, j'avais une toute autre approche et c'était assez incroyable. Et donc, à partir de là, je suis retournée à l'étranger. Je suis partie en Australie. J'ai travaillé 10 mois en Australie en tant que cuisinière. Donc là, c'était l'avantage de mon expérience de vie. Aussi, j'ai essayé d'apprendre aux Australiens dans les campagnes à manger un petit peu plus de légumes et parfois un petit peu même végétarien plutôt que des entrecôtes bien saignantes avec des frites. Ça a été une aventure quand même. Ça a été quand même très enrichissant pour eux comme pour moi, je pense. Et enfin, je suis toujours retournée en Inde, le Kerala. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette région, des gens, de la façon justement de soigner et de prendre soin. Et donc j'ai étudié le yoga. J'ai étudié le yoga, je suis devenue professeure de yoga. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé le yoga, j'ai commencé par l'Ashtanga Yoga, qui est un yoga très masculin. C'est clairement le yoga de toute façon a été créé par des hommes pour des hommes, il faut se le dire. Et l'Ashtanga Yoga, donc ça a été vraiment créé par un homme pour des militaires, des jeunes hommes à partir de voilà qui étaient très jeunes pour pouvoir partir en camp militaire. Voilà, donc il fallait préparer le corps et il fallait surtout canaliser la testostérone à ce moment-là pour que les hommes soient beaucoup plus dans un contrôle d'eux-mêmes, un contrôle mental et corporel. Et donc, ben voilà, je me suis orientée là-dedans et je me suis rendu compte après quelques années que je me suis un petit peu fait mal dans ma pratique. Je me suis rendu compte que vu que je vous ai parlé que je voulais être danseuse et que je travaillais beaucoup sur mon corps à cette époque-là et que à partir du moment où j'ai eu mon opération et les déceptions de voir mon corps et mon mental pas apte à pouvoir entrer en compagnie de danse, et ben toutes ces années-là, en fait, j'ai complètement délaissé mon corps. Donc la déconnexion, elle a été nette, quoi. La fracture, elle a été nette. Et donc pour moi, découvrir le yoga, le redécouvrir grâce à cette expérience en clinique ayurvédique et mon cheminement personnel et la formation que j'ai suivie, et ben ça a été une renaissance. Vraiment, là, je me suis dit, mais en fait,
en fait, mon corps, il est capable de faire quand même plein de choses, c'est incroyable. Et, euh, du coup, je l'ai poussé. Je l'ai poussé, j'avais besoin de sentir mon corps, j'avais besoin de me prouver, je pense, des choses à moi-même. J'avais besoin aussi de sortir de cette phase d'ego où, où en fait, d'atteindre ce palier pour sortir de la performance. J'étais à un moment donné, dans mes débuts en yoga, vraiment dans cette phase de performance, parce qu'en fait, c'est aussi ce que je connaissais, dans quoi j'étais à l'aise en faisant de la danse classique, c'était de la performance. Et donc là est arrivé les petits déséquilibres hormonaux aussi, parce que mon stress, j'ai vécu des phases de stress dans mes voyages, à voilà, bouger à droite à gauche, forcément, et des expériences parfois complexe à appréhender quand on n'est pas dans son environnement d'origine, c'est tout à fait normal. Et donc, voilà, les voyages, le changement d'alimentation, le changement de climat, ma pratique d'Ashtanga qui était très intensive, bon, ben, mes hormones, elles ont fait OK, là, eh ben, tu vas devoir t'en occuper parce que c'était littéralement tout mon visage qui était criblé d'acné, sachant que j'ai jamais eu d'acné dans le passé. Donc, ça a été pas très facile à vivre, beaucoup de difficultés à me regarder dans la glace, et puis tout un processus après thérapeutique aussi d'un autre côté. Ça, c'est mes choses personnelles que j'avais besoin aussi de régler et de mettre sur la table. Donc, en fait, tout ça pour dire que l'Ayurveda, ça a débarqué dans ma vie notamment pour me soigner, pour soigner mes maux, MAUX, mais aussi pour garder ses connaissances et surtout mieux comprendre et savoir comment adapter l'Ayurveda dans ma vie, ben en fait, j'ai tout simplement décidé de me former. Alors, je ne me suis pas formée à des études de 5 ans comme un propre médecin ayurvédique. Je me suis formée simplement aux bases de l'Ayurveda, à l'alimentation, à la compréhension des différentes caractéristiques et énergies qu'on a dans le corps qu'on a dans le corps, mais aussi dans l'esprit, etc. Donc ça a été quand même hyper aidant pour la suite. Et donc petit à petit, grâce à l'Ayurveda, mais aussi d'autres médecines complémentaires, j'ai réussi à retrouver un bon équilibre hormonal, rien à voir avec il y a quelque temps. Et aussi, mon approche de yoga a complètement changé, c'est-à-dire que je me suis orientée vers l'hatha yoga. Et pendant le Covid, juste avant le Covid, j'ai créé mon entreprise et j'ai décidé donc de transmettre l'Ayurveda, les bases de l'Ayurveda, le minimum syndical, on va dire, certaines connaissances, j'ai décidé de les transmettre. Et j'ai décidé aussi de donner des cours de yoga, mais des cours de yoga doux, à travers l'hatha yoga, le yoga, l'hatha yoga traditionnel. Euh, et en fait, tout ça a évolué, c'est-à-dire que pendant le Covid, je me suis retrouvée donc à la maison et là, en fait, j'ai décidé d'étudier le yoga hormonal. Comment travailler sur tel ou tel organe ou hormone en déséquilibre pour pouvoir justement rééquilibrer le corps à travers des postures de yoga, à travers la respiration, à travers la méditation. Donc ça a été très intéressant. Et puis, le confinement était quand même très long. En tout cas, cette année de non-voyage où j'étais aussi bloquée en France, je ne pouvais plus rentrer en Inde, donc c'était complexe. Euh, donc là, j'ai décidé, avec la même prof, d'étudier le yoga prénatal. Mais vraiment par hasard. Moi, je m'intéresse à plein de choses. Je suis quelqu'un comment on appelle ça aujourd'hui, les multipotentiels. Voilà, c'est-à-dire que je m'intéresse à plein de choses. Si je dois cibler une seule chose, j'angoisse et je m'ennuie et je fais plus rien. Je suis inutile au champ de bataille, alors que vraiment être sur plusieurs fronts et pouvoir retirer le nectar ou l'essence de ce qui m'intéresse, de ce qui me parle, de ce qui résonne en moi, et ben là, après, j'arrive à le transmettre et c'est là où je me sens utile et c'est là où pour moi la vie, elle a du sens. Et donc, pour revenir à ce point, j'apprends le yoga prénatal
Et en fait, là, j'enquête sur moi, ma propre histoire. Là, je suis revenue au moment où vraiment j'étais dans la conception. Donc, moi, en fait, en tant que Cam, je suis arrivée dans le corps, dans le ventre de ma mère et j'ai été, voilà, dans la conception, en fait. Comment ça s'est passé, comment ma mère a vécu sa grossesse, est-ce que j'ai été désirée, etc., etc. Plein de questions de manière très naturelle se sont posées, évidemment, pendant cette formation. Et là, ben, grande découverte, j'ai eu. J'ai eu plein de grandes découvertes qui ont aussi été assez libératrices parce que, encore une fois, l'intuition, le ressenti, chez moi, était déjà très développé depuis très jeune. Donc, j'avais l'impression de savoir des choses, mais on ne me l'avait jamais dit. Et en fait, le fait d'avoir cette discussion avec ma mère et d'avoir des mots, et plus mon ressenti, mon intuition, tout a été confirmé, tout s'est aligné en fait. Bon, bah voilà, c'est bien ce que je ressentais, c'est bien l'idée que je percevais, et c'est bien, ces mots en fait, MOT, cette fois-ci, ces mots ont vraiment confirmé mon histoire en fait, tout simplement. Et du coup, à travers la grossesse de ma mère et à travers mon corps à moi et ma propre évolution, ma propre histoire, en tout cas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et ben, je me suis rendu compte de toute cette vie in vitro, en fait, tout ce qui se passe dans le ventre de la mère quand on est en plein développement, en fait, avant d'arriver sur Terre. Et ben cette vie, elle est hyper complexe, elle est hyper riche et elle est ultra connectée en fait aux énergies de la mère, à ses émotions, à son histoire. Donc évidemment, il y a les histoires génétiques hein, de la mère comme du père, mais aussi l'environnement de la mère, toute l'influence en fait que ça a déjà au moment de la conception sur l'enfant. J'ai enquêté au fur et à mesure des années sur moi, hein, durant mes thérapies, différentes thérapies corporelles, psychiques. J'ai vraiment testé un tas de thérapies sur moi qui m'ont permis en fait d'avoir énormément d'informations sur déjà le moment de la conception en fait, ce qui s'est passé et aussi ce que je me trimballais des années après. Donc après, on peut s'en dégager hein, de tout ça, de toutes ces émotions lourdes parfois qui ne nous appartiennent pas. Moi, je sais que j'ai porté une émotion qui ne m'appartenait pas pendant des années et dont parfois je peux avoir le pattern qui retombe un peu dedans. Donc là, maintenant, c'est ma conscience qui essaie de me libérer de ça. Mais ça a été la tristesse de ma mère, une tristesse qui ne m'appartenait pas. Ma mère était en deuil à ce moment-là. Bon, je ne vais pas vous expliquer toute la situation familiale, mais c'était quand même... voilà, une émotion quand même très triste, malheureusement. Et donc, des bagages comme ça, des choses qui ne nous appartiennent pas, on s'en trimballe et parfois on peut être assez démuni. Dire, bah oui, mais il n'y a aucune raison pour que je me sente triste et pourtant, bah, je le suis, quoi. Et d'accompagner les mamans à travers le yoga, la méditation, la respiration, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de plus bienveillant que ça. Et je pouvais le faire aussi à distance, c'est-à-dire que, ok, on était confinés, on était chez nous, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir justement être en lien avec ces mamans. Donc je me suis formée à la psychologie positive, aujourd'hui je suis en train de me former à l'astrologie et j'accompagne maintenant et toujours des femmes en ligne qui sont en France, aussi sur place quand c'est possible, parce que maintenant je vis dans le sud de l'Inde, du coup, ce pays dont je suis tombée amoureuse. Et donc j'apprends un peu tous les jours sur les différentes thérapies alternatives qui existent. Et aussi, bah, je partage voilà, tout ce que je peux partager dans mes accompagnements. Donc, les accompagnements, c'est vraiment du cas par cas. C'est toi et c'est moi. Et je m'intéresse à toi. Et je m'intéresse, ben, alors ça peut être ce que tu traverses à travers tes cycles menstruels, par exemple. Donc, ça peut être un déséquilibre hormonal, mais ça peut être des troubles émotionnels. Ça peut être sur le plan énergétique, que tu te sens très fatigué. Ça peut être sur vraiment différentes problématiques liées au cycle menstruel. Ça peut être aussi autour de ton hygiène de vie, ton alimentation, ton rythme de vie, à l'heure à laquelle tu te lèves, comment est-ce que tu te nourris spirituellement, euh, énergétiquement, est-ce que tu vas marcher dans la nature, est-ce que tu es dans une ville où tu es complètement déconnecté de tout, est-ce que ton travail te plaît, enfin l'hygiène de vie de manière globale.
Et enfin, la grossesse, hein, ça c'est vraiment le truc en plus. Si tu es maman, et ben justement, j'accompagne les mamans dans leur traversée de la grossesse. En tout cas, tout ça pour dire que personnellement, mon parcours professionnel, ça a été vraiment le parcours personnel de me retrouver moi, ou en tout cas de prendre soin de moi après toutes ces années d'enfance que j'ai trouvé quand même assez difficiles à traverser. Comment me sentir moins handicapée dans la vie et comment me sentir mieux et surtout comment me mettre au service de l'humanité, de la société. Et donc ça a été vraiment, et c'est encore à travers mes expériences personnelles et tout ce que j'ai besoin de traiter que maintenant j'accompagne des femmes pour essayer justement de les alléger, de les épauler et surtout de leur donner des outils pour être autonomes dans leur processus de guérison, dans leur processus de vision globale aussi et parfois d'enlever le focus. Enlever le focus sur la problématique, ce qu'on pense parfois. On pense que parfois quelque chose nous gâche la vie. Enfin, je vais donner un exemple très, très concret. Parfois, ça m'est arrivé donc d'accompagner une jeune femme qui avait des problèmes de surpoids et qui était focalisée sur l'alimentation. Et en plus, elle était vraiment dans le prototype que je voyais très bien diététique occidentale, du grammage, du nombre de calories, de tout ça. Et donc, bien sûr que donc ça a été vraiment l'idée de l'accompagnement sur l'hygiène de vie. Et à ce moment-là, donc, évidemment, on va parler de l'alimentation et évidemment, je l'amène à ce qu'elle me demande, hein, des recettes, des aliments, des trucs très concrets, très terre à terre. Mais après, on a fait un espèce de défocus aussi sur le système émotionnel, comment est-ce qu'elle gère ses émotions, l'environnement dans lequel elle se trouve, où sont les failles dans l'environnement. Juste, voilà, mettre des petits points, des petites lumières pour elle, qu'elle puisse continuer en fait son parcours à justement à mettre de la lumière sur ces zones d'ombre, on va dire, et pouvoir continuer d'évoluer tout en étant consciente en fait que le problème, c'est pas ce que tu ingères, mais c'est plutôt comment, et est-ce que c'est de la faim, est-ce que c'est de l'émotion, est-ce que c'est lié à ton environnement? Enfin, en fait, élargir la conscience sur le plan global. Après ces 45 minutes, je clôture cet épisode. Je vous dis un énorme merci pour votre écoute. Je ne sais pas si des choses résonnent en vous, si vous avez des questions aussi que ce soit concernant le parcours pro ou perso que j'ai eu, si vous avez des questions sur l'Inde, si vous avez des questions sur l'Ayurveda, si vous avez des questions sur le yoga, la méditation, la respiration, si vous avez des questions sur votre grossesse, sur la façon dont vous gérez vos émotions, sur la façon dont vous vous alimentez, si vous avez des problèmes, je ne sais pas moi, hormonaux, mais ça peut être aussi des problèmes de ballonnement, des problèmes digestifs, etc. Vous pouvez toujours me poser vos questions. Moi, sachez que je vous accompagne uniquement si je me sens capable de le faire. En tout cas, si j'ai les outils pour, je le ferai volontiers. Mais si c'est pas le cas, je peux aussi éventuellement vous orienter vers différents professionnels. Et si moi, je suis pas capable de vous aider, je peux vous orienter vers autre chose. Voilà, merci encore pour votre écoute. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bulle de Femme. Je vous remercie pour votre écoute et si vous aimez les étoiles, sachez que lorsque vous en sélectionnez, le podcast se fera connaître plus facilement auprès des femmes. Et enfin, dans la description, vous trouverez les liens qui vous intéressent dans celui de mon site web et réseaux sociaux. Merci et à bientôt dans De Femmes. Oh, tu vas me le faire à chaque fois? Je crois.